Euh, les objectifs de ce cours, c'est toujours les mêmes, et vous verrez qu'ils se ressemblent beaucoup d'une classe pharmacologique à une autre. Comprendre la pharmacodynamie des antagonistes calciques pour comprendre et mémoriser les indications thérapeutiques. On fait de la pharmacologie. Plus tard, vous ferez de la thérapeutique. Dans la thérapeutique, vous parlerez d'indications thérapeutiques. Mais là, en pharmacologie, on les ébauche à peine. On vous donne toutes les bases pharmacologiques pour comprendre les indications. Deuxième chose, raisonner sur les mécanismes d'action des sous-classes d'antagonistes calciques. Pharmacodynamie égale mécanisme d'action. Mais mécanisme d'action, pourquoi? Pour comprendre les effets indésirables. Et avec les antagonistes calciques, vous verrez, c'est vraiment tout à fait simple. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais là, c'est simple. Donc, comprendre les effets indésirables, comprendre les contre-indications, comprendre les interactions médicamenteuses. En général, c'est un petit peu plus difficile. Mais vous aurez un ED de pharmaco sur les interactions médicamenteuses en cardio. Le plan est toujours le même pour chaque classe pharmacologique, les bases pharmacologiques des indications. On vous rappelle juste le peu de physiologie que vous avez besoin de maîtriser pour comprendre la pharmacologie. Donc c'est très restrictif par rapport à votre cours de physiologie entier. On redonne les notions de pharmacodynamie, un peu de pharmacocinétique, et puis à nouveau les effets indésirables et les contre-indications. Pharmacologie, grande classe pharmacologique, c'est très très simple, c'est toujours ce même genre de choses. Mais comme on vous simplifie et comme on vous le raconte dans un esprit étudiant en médecine, devenant un jour un médecin généraliste autonome, il faut que vous le maîtrisiez. Alors on commence par l'hypertension artérielle, première indication majeure des antagonistes calciques. On vous rappelle, 15 millions d'hypertendus en France, 1 milliard dans le monde. Donc une pathologie extrêmement fréquente. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Eh bien, c'est lorsque la pression artérielle mesurée au bras par un sphygmomanomètre ou un appareil oscillométrique dépasse certaines valeurs. Vous apprendrez ça, supérieur à 14,9. 14, c'est la pression artérielle systolique. 9, c'est la pression artérielle diastolique. Pourquoi? Parce que la pression artérielle que vous voyez ici est un phénomène pulsatile qui varie entre une valeur de base et une valeur maximale, avec une pression artérielle moyenne qui est en fait l'intégration sous la courbe. C'est l'air sous la courbe divisé par le temps, donc c'est une valeur, une vraie moyenne. Alors, vous avez d'un côté la réalité de la physiologie, que vous avez probablement vu ou qui sera détaillée en physiologie, qui sont un phénomène pulsatile de pression et de débit. Et les rapports pression-débit en phase, en harmonique, etc., permettent de calculer ce qu'on appelle l'impédance, c'est-à-dire la résistance à une éjection pulsatile. En fait, ici, on vous simplifie énormément les choses et on vous donne la loi de Poiseuille. Et vous savez que la loi de Poiseuille est fausse, mais qu'elle est très pratique. Alors, on raisonne là-dessus. La pression artérielle moyenne, qu'est-ce que c'est? C'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques. Total. Donc, si un hypertendu voit ses résistances périphériques totales baisser, sa pression va baisser à même débit cardiaque. Voilà. Certaines classes pharmacologiques peuvent agir en baissant le débit cardiaque. Vous en avez guère qu'une, ce sont les bêta-bloquants. Pratiquement tout ce dont je vais vous parler, les antagonistes calciques, on a vu l'autre jour les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes de l'angiotensine 2, diminuent les résistances périphériques. Les diurétiques baissent un peu le débit cardiaque aussi, mais aussi les résistances périphériques. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut chez un hypertendu? On veut baisser les résistances périphériques totales en utilisant des vasodilatateurs. Donc déjà, c'est le premier mot, ça, vasodilatateur. On va parler beaucoup de vasodilatation et les classes thérapeutiques de vasodilatateurs antihypertenseurs qui deviennent des classes pharmacologiques. Vous voyez, il faut bien faire les distinctions. Les classes pharmacologiques qui sont des antagonistes calciques. L'hypertension, ça c'est une diapositive que je vous ai déjà montrée la dernière fois, est une maladie plurifactorielle. C'est-à-dire que, je vous l'avais détaillé mais je reprends, c'est à la fois une augmentation du volume, une augmentation du tonus sympathique et une vasoconstriction. Tout cela concourt à augmenter la pression artérielle. D'où vient l'hypervolémie?
L'hypervolémie vient d'une hypersensibilité au sel, ou d'un excès d'absorption de sel, ou d'un défaut d'élimination du sel et de l'eau. La sédentarité, le poids, l'obésité favorisent la résistance à l'insuline, qui favorise l'activation du système sympathique. L'épidémie d'obésité qu'on voit actuellement dans le monde et en France, encore qu'en France on ne soit pas trop mal placé, conduit à une épidémie d'hypertension artérielle associée. Le stress indépendamment du système sympathique et au travers du système sympathique, tout cela contribue à une vasoconstriction artériolaire. Là, vous voyez deux neurohormones. Vous avez l'angiotensine. On a traité le système angiotensin la dernière fois. Et là, vous voyez les catécholamines, adrénaline, noradrénaline, puissants vasoconstricteurs. Et là, je vous ai montré une artériole résistive dont la lumière diminue. Elle garde la même paroi en étant de manière aiguë et elle se remodèle pour avoir un plus petit diamètre. Eh bien, des plus petits diamètres entraînent une augmentation de la résistance à l'éjection. Et ces anomalies qu'on appelle fonctionnelles, parce que ce sont des anomalies qui varient d'un moment à un autre, peuvent se figer au travers d'un remodelage et devenir ce qu'on appelle des anomalies structurales. Et ça vaut aussi bien pour les artérioles que pour les gros troncs artériels. Alors pour les artérioles, vous voyez, il y a épaississement, réduction de la lumière, très bien, on vient de le voir. Simplement, ce n'est pas fonctionnel, ce n'est pas un phénomène actif, c'est un phénomène de remodelage. Toutes les cellules musculaires lisses se sont redistribuées autour d'une petite lumière. Et puis, c'est un phénomène aussi de réorganisation des différentes couches de la paroi artérielle. Mais il y a une première ligne que vous voyez ici, raréfaction. Chez l'hypertendu, on perd un certain nombre de toutes petites artérioles. Voilà. Eh bien, on perd autant de débit et de diminution de résistance, donc on augmente les résistances périphériques. Comme l'hypertension est une maladie plurifactorielle, eh bien, on peut être amené à agir par des diurétiques pour traiter l'hypervolémie, par des médicaments qui vont jouer sur le système sympathique pour le diminuer, et par des médicaments qui sont vasodilatateurs. Les antagonistes calciques dont on parle aujourd'hui sont des médicaments qui agissent là, sur cette vasoconstriction artériolaire fonctionnelle, mais aussi sur les anomalies structurales au long cours. Ils entraînent un remodelage, on va le voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que par leur mécanisme d'action, ils sont capables de bloquer la vasoconstriction en aval de la fixation, par exemple, des catécholamines ou de l'angiotensine à leurs récepteurs. Ça, c'est très intéressant. Ils ne sont pas obligés d'être spécifiques du récepteur. Ils peuvent agir en aval et par un mécanisme qui est en fait tout à fait indépendant. Donc retenez bien, et cette diapositive, je vous la montrerai pour chaque classe pharmacologique, chaque fois qu'on parlera d'hypertension artérielle, pour bien vous rappeler que quand vous avez compris ça, il est illusoire de vouloir contrôler plus de 40 à 50% des hypertendus avec une seule classe pharmacologique. Il vous en faut en général 2. Et puis chez 20 à 30% des patients, il vous en faut 3. Donc, comme l'hypertension, c'est une maladie extrêmement fréquente et qu'on se pose toujours dans l'optique que vous serez médecin généraliste installé, hein, c'est ça l'optique de nos cours, même si vous changez d'orientation, il faut partir avec ce bagage-là. Deuxième indication, l'insuffisance coronaire. L'insuffisance coronaire, c'est un peu plus compliqué et vous allez comprendre pourquoi. L'insuffisance coronaire, l'insuffisance coronaire, c'est globalement 1 million de personnes en France. Beaucoup moins, mais quand même. Beaucoup moins que l'hypertension, mais quand même. Qu'est-ce que c'est que l'insuffisance coronaire? C'est un déséquilibre entre les apports d'oxygène au myocarde et les besoins en oxygène du myocarde. S'il n'y a pas assez d'apport par rapport aux besoins, le myocarde souffre. Il est en ischémie. Ischémie relative, mais ischémie. Alors, le plus simple, c'est la limitation des apports quand il y a une sténose. Voici une coronarographie, et voilà une belle sténose d'une interventriculaire antérieure. Et on peut imaginer que quand un gros effort est réalisé, la limitation du débit par la sténose entraîne une limitation des apports en oxygène. Bon. Donc déséquilibre quand on augmente les besoins d'oxygène. Quels sont les facteurs de consommation? Et ça, c'est une petite cartouche toute bête qui va vous aider à bien comprendre
les médicaments de l'insuffisance coronaire. 3 choses. Qu'est-ce qui fait qu'on consomme de l'oxygène? 1, l'augmentation de la tension pariétale. Bon, c'est la pression finalement. Là voilà, la pression. La tension pariétale, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu en physio. Hein, c'est la force exercée tangentiellement à un ventricule qu'on assimile ici à une sphère, ce qui n'est pas le cas. Règne à l'intérieur une pression P. Cette pression P, c'est ce qu'on appelle la post-charge, qu'on assimile à la pression diastolique du ventricule gauche. Et puis elle a un rayon. Et là, le rayon, on peut l'assimiler aussi à la précharge, c'est-à-dire au volume télédiastolique du VG. Donc c'est une pression et un rayon. Évidemment, il y a une épaisseur. Chez l'hypertendu, comme la post-charge est élevée, pour normaliser la contrainte, mais vous verrez ça, le ventricule s'épaissit. Donc, 1, la tension pariétale, et vous pouvez l'assimiler à la pression. Plus la pression chez l'hypertendu est élevée, plus la tension pariétale est élevée. Bon. Deuxièmement, la contractilité. La contractilité, elle ne change pas beaucoup chez l'hypertendu. Là je vous fais insuffisance coronaire et hypertension. Oublions l'hypertension et revenons à l'insuffisance coronaire sans hypertension. La contractilité, c'est j'augmente mon inotropisme cardiaque pour faire un effort important. Et troisièmement, c'est la fréquence cardiaque. Donc finalement, vous voyez qu'au cours de l'effort, les 3 paramètres de consommation d'oxygène augmentent. Au cours de l'effort, je fais monter ma pression, je monte ma contractilité et j'accélère la fréquence cardiaque. 3 facteurs de consommation d'oxygène importants. Comment est-ce qu'on traite l'insuffisance coronaire? Juste un petit rappel pour vous placer les médicaments. On peut lever le spasme, mais il faut le faire le diagnostic, et ce spasme peut être levé par des antagonistes calciques et des dérivés nitrés, 2 classes pharmacologiques particulièrement efficaces, on le reverra. On peut souhaiter vasodilater les artères coronaires, et c'est pour ça qu'on donne des antagonistes calciques. Évidemment, on peut souhaiter aller directement lever la sténose, mais c'est une angioplastie. Voilà, une sténose serrée d'une coronaire droite. Après angioplastie, on a levé la sténose. Et puis, bien entendu, l'entraînement physique fait du développement de circulation collatérale et permet d'éviter l'insuffisance d'apport. Donc voilà comment ça se traite. Ça se traite en augmentant les apports en oxygène, soit de manière pharmacologique, 1, 2, soit de manière interventionnelle, 3, la cure de sténose, soit par des règles d'hygiène de vie, c'est-à-dire la réadaptation cardiaque, l'entraînement physique, le vélo, etc. Et puis vous pouvez aussi décider de diminuer les besoins en diminuant la consommation d'oxygène. On peut décider, par exemple, de bloquer l'accélération de la fréquence cardiaque à l'effort. C'est ce que font les bêta-bloquants. Donc voilà, la physiologie, elle nous sert à comprendre comment placer la pharmacologie et à comprendre comment les médicaments marchent. Donc insuffisance coronaire, vous voyez où se placent les antagonistes calciques au niveau des 2 premières lignes. Et puis peut-être, on le verra tout à l'heure, je ne dis pas peut-être, mais en partie, au niveau de cette dernière ligne, on diminue les besoins. Alors, à ce niveau-là, on refait un petit peu de fondamental, parce qu'il faut bien comprendre que tous les antagonistes calciques ne sont pas égaux. 3 grands groupes existent, et il faut que vous les connaissiez absolument, parce qu'ils sont prescrits. Et pour éviter de faire des erreurs, on vous fera travailler ça en ED, vous devez connaître les particularités des uns et des autres. On va commencer par le groupe du bas, que sont les dihydropyridines, DHP en résumé, et le représentant est nifedipine. Tout ce qui est en rouge est à savoir absolument, et le reste, si ça vous fait plaisir, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous reteniez les dénominations communes internationales. Les noms commerciaux, c'est plutôt mon époque où il n'y avait pas de générique. Et puis, je ne vais pas vous embêter avec des dénominations de groupes comme les benzothiazépines, souvenez-vous, c'est TH, hein, c'est pas diazépine, et phénylalkynamine. Peu importe. Il faut que vous sachiez qu'il y a 3 groupes. Un groupe qu'on appelle les dihydropyridines, très nombreux, hein, plusieurs dihydropyridines. Elles se terminent toutes par dipine. Le plus connu, c'est l'amlodipine, qui est la plus prescrite. Mais la nifedipine est le chef de file, et je vous apprends toujours les chefs de file. Diltiazem, un seul représentant.
verapamil un seul représentant. Et verapamil diltiazème se ressemble un peu. Donc sur les diapositives qui vont suivre, vous verrez grand D, grand V. Et puis DHP. Donc on oppose ces deux premières lignes, verapamil diltiazème, à la troisième, qui est tout le groupe des dihydropyridines. Et on va les opposer sur 3 éléments majeurs, qui sont en fait essentiellement liés à leur mécanisme d'action. Donc là, on rentre un peu dans le détail. Pharmacodynamie de ces médicaments, comment est-ce qu'ils marchent? Simple, ils relaxent la cellule musculaire lisse vasculaire. Et ce sont des antagonistes calciques, vasodilatateurs, ce sont des vasodilatateurs endothélium indépendants. Endothélium indépendant, c'est très important, parce que ça veut dire que même si l'endothélium est abîmé, en particulier en cas d'athérosclérose, le médicament sera vasodilatateur. Alors vous verrez que j'ai très centré ça sur la relaxation de la cellule musculaire lisse vasculaire. Ils peuvent relaxer la cellule musculaire cardiaque, vous verrez comment, mais ce qui nous intéresse, et pour les indications, c'est la cellule musculaire lisse vasculaire, CLMV, CMLV. Le mécanisme d'action, c'est quoi? Alors, c'est très simple, mais ça a été très très compliqué jusqu'à ce qu'on le trouve. C'est un canal très particulier qu'on appelle le canal L. L veut dire long lasting, vous comprendrez pourquoi, ou aussi lent. Et c'est un canal qu'on appelle VOC pour voltage dépendant. VOC, Voltage Operated Channel. Donc, blocage d'un canal calcique lent, voltage dépendant de type L, du myocyte vasculaire, CMLV, et du myocyte cardiaque, on le trouve sur les deux. Donc vous voyez que c'est pas simple, parce qu'il faut être précis, mais là, vous êtes parfaitement spécifique. L'intérêt, c'est que ce canal, VOC, est un canal qui se trouve à la membrane, à côté d'autres canaux qu'on appelle des ROC, récepteurs, Operated Channel, des échangeurs, des pompes à potassium, tout ce qui va intervenir dans la contraction, soit du myocyte, soit du myocyte lisse vasculaire, soit du myocyte strié cardiaque, et que si vous bloquez cette entrée de calcium, vous pouvez relaxer. Donc c'est un très puissant système qui est un système de contrôle de beaucoup d'autres systèmes de contraction. Tiens, pourquoi est-ce qu'elle me l'a passé comme ça? Ah, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut là-dessus. Là, vous devez comprendre dans la différence entre verapamil diltiazème d'un côté et dihydropyridine de l'autre, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de sélectivité. Qu'est-ce que c'est que la sélectivité? La sélectivité, c'est le fait que vous allez bloquer plus facilement le canal calcique vasculaire que le canal calcique myocardique. Voilà. Sélectivité vasculaire, c'est un rapport. Si je bloque plus facilement la cellule musculaire lisse que la cellule cardiaque, j'ai une sélectivité vasculaire. Si c'est l'inverse, j'ai une sélectivité cardiaque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sélectivité vasculaire. Pourquoi? Parce que ce que l'on veut, c'est dilater les artères périphériques dans l'hypertension et dilater les artères coronaires dans l'insuffisance coronaire. Relaxer la cellule musculaire cardiaque striée, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce n'est pas de là que va venir le progrès. Premier mécanisme de sélectivité, ce qu'on appelle la voltage dépendance. La voltage dépendance, c'est quoi? C'est le principe que plus votre potentiel de repos est négatif, et plus il va rentrer de calcium dans la cellule. Donc on oppose toujours le myocyte cardiaque, souvenez-vous, vous avez déjà dû le voir peut-être en physio-cardio. Le myocyte cardiaque, lui, il est hyperpolarisé à moins 80, la cellule musculaire lisse, elle est hyperpolarisée à moins 50 seulement, un peu moins hyperpolarisée. Donc quand elles vont se dépolariser, moins de calcium va rentrer dans la cellule musculaire lisse que dans la cellule cardiaque. Donc ici, par convention, vers le bas, on représente l'entrée de calcium. Et cette entrée de calcium par le canal VOC est quelque chose qui est relativement rapide. Mais vous voyez que ça dure long lasting, ça dure relativement longtemps pour revenir à la normale, ça n'est pas immédiat.
et c'est relativement lent. C'est pour ça qu'on dit le canal calcique lent de type L. Et ça revient gentiment et lentement à la normale. Dans une cellule musculaire lisse, c'est à peu près pareil, si ce n'est que la quantité de calcium qui rentre est moins importante. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rajouter une dihydropyridine? Et là, ce sont des fortes doses, 10-4 molaires. Eh bien, on va diminuer l'entrée de calcium et pareil, son retour à la normale sera plus rapide. Donc au total, si vous faites la surface sur la courbe, vous voyez qu'entre le contrôle et la dihydropyridine, on a beaucoup diminué l'entrée de calcium. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'en comparant le myocyte cardiaque et la cellule musculaire lisse vasculaire, à la même dose de dihydropyridine, là elle est énorme, 10-4, mais c'est une expérimentation in vitro, vous avez entièrement bloqué au niveau de la cellule musculaire lisse. Voilà. C'est plus facile de bloquer sur une cellule musculaire lisse. Pourquoi? Parce que la quantité de calcium qui rentre est moins importante. Donc cette voltage-dépendance des deux canaux fait qu'il y a une plus grande sensibilité des cellules musculaires lisses vasculaires au blocage par les dihydropyridines que le myocyte cardiaque. Premier mécanisme important. Deuxième mécanisme important, ce qu'on appelle la fréquence dépendance. La fréquence dépendance, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a d'autant plus de blocage qu'on stimule de façon répétée le myocyte cardiaque. Donc voici dans ce petit schéma le temps, les minutes à droite, c'est pas très bien fait d'ailleurs parce que, oui, enfin peu importe, en ordonnée le courant en milliampères. Bon, un certain courant rentre à chaque stimulation du myocyte cardiaque. Là, tout d'un coup, flèche, j'introduis mon antagoniste calcique et je commence à bloquer. Moins de courant calcium rentre, de moins en moins. Mais vous voyez que le phénomène se renforce au fur et à mesure qu'on répète les stimulations. Voilà. Donc, le canal L est un canal qui accepte en blocage une fréquence dépendance du blocage. Ça, c'est intéressant. Et elle est surtout marquée pour verapamil et diltiazème. Donc, pour bien être efficace, verapamil et diltiazème nécessitent des stimulations répétées du canal. En revanche, avec une dihydropyridine, eh bien, vous n'avez pas besoin forcément de stimulation répétée, puis globalement, ça reste moins bloqué qu'avec verapamil diltiazème. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que comme les stimulations sur le myocyte cardiaque sont plus fréquentes, c'est toutes les secondes, que sur un myocyte vasculaire, où ça peut être toutes les 3-4 minutes, c'est très espacé sur une artère, finalement, verapamil, diltiazème vont être d'excellents bloqueurs de l'entrée de canal calcique sur le myocarde, mais pas sur la cellule musculaire lisse vasculaire, et inversement, les dihydropyridines vont être de bons bloqueurs sur la cellule musculaire lisse, mais pas forcément sur le myocyte cardiaque. Donc on a cette opposition aussi bien pour la voltage dépendance que pour la fréquence dépendance. Synthèse de tout ça, et on en aura fini avec ces petits mécanismes moléculaires qui ont correspondu à 20 ans de recherche. Les dihydropyridines ont une sélectivité vasculaire marquée. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus relaxantes sur les vaisseaux que sur le cœur, alors que verapamil, diltiazème sont plutôt efficaces pour diminuer le courant calcique entrant sur le cœur que sur les vaisseaux. Et on pourrait dire inversement que verapamil, diltiazème ont une plus grande sélectivité myocardique. Ça va, c'est clair? Alors on continue et on revient maintenant à nos deux pathologies, un, l'hypertension artérielle, et deux, l'insuffisance coronaire. Donc on commence par l'hypertension artérielle. Tout ce que je vous dis, ça n'est rien d'autre que le mécanisme d'action d'un vasodilatateur. Les anticalciques sont des antihypertenseurs, par définition. Vous pouvez même dire que ce sont des antihypertenseurs vasodilatateurs. Voilà, s'il n'y a que deux mots à savoir, c'est ça. Alors à quel niveau agissent-ils? Ils agissent au niveau des petites artères, les petites artères de résistance, celles qui définissent les RPT, les résistances périphériques totales. Et en diminuant les résistances périphériques totales, suivant la loi de Poiseuille, sans rien changer au débit cardiaque,
elle baisse la pression. Systolique, diastolique, moyenne. Là, je vous montre ce que c'est que le gradient de pression le long de l'arbre artériel. Vous avez les variations systolo-diastoliques de pression ici, au niveau de l'aorte, des artères dirigées vers les organes. Vous voyez que la pression artérielle moyenne, elle se maintient très très loin vers l'arbre vasculaire. Et puis vous avez vu ça en physio, tout d'un coup, elle s'effondre dès qu'elle a passé le barrage des artérioles résistives. Là, on passe aux capillaires, aux veines, au retour veineux et plus de pression. Donc en fait, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces petites artères-là. C'est celles-là, les artères résistives. C'est celles qui vont faire le gradient, c'est celles qui vont faire le barrage. Que font les antagonistes calciques? Eh bien, ils dilatent, ils augmentent la lumière. Loi de Poiseuille, on baisse les résistances périphériques. Voilà, je vous ai dit ça dans tous les sens possibles et imaginables, donc ça devrait être clair. Petites artères. Chaque fois que vous pensez petites artères, il faut penser grosses artères. Qu'est-ce que c'est que les grosses artères? Ce sont celles-là. C'est l'aorte et les artères de conduction vers les organes. Ce sont celles qui assurent la conduction. Donc je vous présente un bel angiogramme. On était en train de parler de toutes ces petites artères, par exemple intrarénales ou intramusculaires squelettiques, etc. Et là, en fait, on est en train de parler de l'aorte, ascendante, descendante. On est en train de parler d'une grosse artère comme cette artère humérale. On est en train de parler des artères carotides, des grosses artères rénales. Ça, c'est les grosses artères. Et vous voyez que les plus grosses et les plus importantes sont en fait l'aorte thoracique et descendante. Et ça joue ce qu'on appelle les gros troncs artériels, ça joue un rôle majeur d'amortissement. Ce sont des artères très élastiques qui amortissent la pulsatilité cardiaque. On a besoin de pulsatilité parce que le cœur est une pompe intermittente, mais comment transformer un débit intermittent cardiaque en un débit continu au niveau des artérioles de perfusion d'organes? Ça se fait grâce aux gros troncs. Je vais vous montrer dans un instant. Parce qu'ils sont élastiques, parce qu'au lieu d'avoir quelques couches de cellules musculaires lisses, ils ont entre 40 et 80, ce qu'on appelle complexe musculo-élastique au niveau de l'aorte, c'est-à-dire des cellules musculaires lisses entre deux lames élastiques. Et donc, ces gros troncs artériels jouent un rôle de ce qu'on appelle amortissement. Bien sûr, ils jouent un rôle de conduction, puisqu'ils sont entre le cœur et les petites artères, mais ils jouent un rôle d'amortissement. Les antagonistes calciques sont des bons médicaments pour augmenter la compliance. Compliance artérielle, c'est l'inverse de la rigidité, c'est-à-dire pour améliorer l'amortissement. Toute augmentation de l'amortissement diminue la pression pulsée centrale. Qu'est-ce que c'est que la pression pulsée? C'est celle-là. C'est cette pulsatilité-là permanente, c'est celle que votre médecin mesure. Quand il mesure avec un oscillomètre au bras, il vous dit 12,8. Vous pulsez entre 80 et 120 au niveau du bras. Ce n'est pas tellement la pulsatilité au niveau du bras qui nous intéresse, c'est la pulsatilité au niveau du cœur, au niveau du cerveau et au niveau des reins. Et cette pulsatilité-là, elle est dangereuse quand elle est élevée. Et les antagonistes calciques sont des bons médicaments pour la baisser. Donc voilà, je vous ai mis pression pulsée centrale, PP petit c, centrale. Centrale veut dire au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau du cerveau. C'est la différence entre la systolique et la diastolique. Mais la diastolique est à peu près la même partout. Un petit mot de physiologie, et on en aura terminé avec ça. Les antagonistes calciques agissent sur les deux facteurs de rigidité artérielle, de pulsatilité centrale. Un, la rigidité, deux, les sites de réflexion. Ne notez pas et regardez juste le petit schéma, c'est très simple. Quand le cœur éjecte son sang dans l'aorte, il y a un ébranlement du gros tuyau aortique. Une onde de propagation, une onde de pression se propage le long de ce tuyau. D'ailleurs, elle se propage aussi jusqu'au niveau du bras. Quand vous prenez votre pouls, c'est ça que vous sentez, l'arrivée de l'onde. Vous ne sentez pas un débit, vous sentez la propagation d'une onde qui a été transmise par le cœur. Cette onde se propage, c'est à la fois de la pression et du débit. Elle se propage du centre vers la périphérie, et puis elle est réfléchie. Elle est réfléchie par des bifurcations, par la bifurcation iliaque par exemple, et quantité d'ondes, petites ondes réfléchies viennent se superposer en retour. Mais elles arrivent un peu tard. Et elles arrivent, mais elles se propagent à une certaine vitesse. Plus les artères sont rigides, plus le retour est rapide.
plus l'onde réfléchie va se propager rapidement et revenir s'additionner à l'onde incidente. Et à ce moment-là, augmenter la pression. Vous voyez ici que cette onde de pression qu'on observe, elle a un petit ressaut au moment où l'onde réfléchie se superpose à l'onde incidente. Et ce surplus de pression fait que la pression centrale augmente. Donc on ne peut pas déduire la pression centrale de la pression périphérique, il faut aller la mesurer directement. Ça, c'est beaucoup plus en recherche pour l'instant qu'en routine clinique. En revanche, la mesure de la rigidité artérielle est mesurée en clinique. Donc avec les antagonistes calciques, on relaxe le gros tronc, on diminue la rigidité, on relaxe les petites artères, on diminue les sites de réflexion et on diminue la pression centrale. Donc, bon médicament pour diminuer la pulsatilité centrale. On continue. Une fois qu'on a vu les artères, on voit le cœur. Au niveau du cœur, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence. Et là, vous allez tout de suite comprendre, eh bien, chaque fois que vous vous posez la question des effets d'un médicament sur la fréquence cardiaque, retenez, et de façon en pharmacologie, c'est toujours ça qu'il faut faire, retenez quel est l'effet direct, quel est l'effet indirect. L'effet direct, c'est l'effet de ma molécule sur le tissu cardiaque générateur de fréquence cardiaque, ce qu'on appelle le nœud sinusal, le nœud sino-auriculaire, etc. Sur les pacemakers. Mais il y a aussi le réflexe. Qu'est-ce que c'est que le réflexe? C'est le baroréflexe. Donc, la fréquence cardiaque résultante, ce sera simplement la balance entre l'activation du baroréflexe, BR, je pourrais même rajouter un paramètre qu'on appelle BRS, c'est-à-dire la sensibilité du baroréflexe, SBR, et puis l'effet chronotrope direct. Mais l'effet chronotrope direct, il est par définition négatif, puisque c'est un antagoniste calcique qui va bloquer l'entrée de calcium, et vous avez besoin de calcium pour activer ces pacemakers. Alors là, vous avez une opposition. Une opposition entre les dihydropyridines. Les dihydropyridines, elles augmentent ou elles ne modifient pas la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce que l'activité du baroréflexe prédomine. Les dihydropyridines sont des médicaments qui baissent la fréquence cardiaque, la pression artérielle, donc qui activent le baroréflexe. Donc augmentation du tonus sympathique, augmentation de la fréquence cardiaque. La boucle, vous la connaissez. Mais comme l'effet direct est faible, parce qu'elles ont peu de tropisme cardiaque, elles ont surtout un tropisme vasculaire, c'est surtout l'effet tachycardique qui se manifeste. Donc on dit, en général, accélération de la fréquence cardiaque, et certaines molécules comme l'amlodipine ont relativement peu d'effet. En revanche, verapamil, diltiazem, bradycardie. Pourquoi bradycardie? Bien sûr, ce sont des antihypertenseurs, vasodilatateurs qui baissent la pression, donc qui activent le baroréflexe, donc qui devraient entraîner une tachycardie. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'ils avaient une sélectivité myocardique directe, donc eux vont exercer une bradycardie directe, et celle-là va l'emporter. Donc ce sont des bradycardisants. Et donc ils sont souvent employés en hypertension artérielle quand il faut entraîner un peu de bradycardie, et puis dans l'insuffisance coronaire, où la bradycardie fait quoi? Elle diminue les besoins. Je vous ai dit, la fréquence cardiaque est un des plus gros facteurs de consommation d'oxygène. Donc, vous voyez que les effets des antagonistes sur la fréquence cardiaque, ce n'est pas si simple que ça. C'est l'exemple typique de ce qu'on appelle des balances entre deux effets opposés. Un autre exemple d'effet qui va vous expliquer aussi un effet indésirable, c'est la filtration glomérulaire. Quand je donne un antihypertenseur, je baisse la pression. Je baisse la pression au niveau de l'ensemble de l'organisme et au niveau de l'ensemble des organes cibles, parce que je veux les protéger. Parce qu'un rein exposé à un excès de pression pendant des années s'abîme. Encore faut-il que le mécanisme d'action n'abîme pas le rein. Alors on regarde ce qui se passe. Filtration glomérulaire. Donc souvenez-vous, on a parlé de plusieurs effets, les grosses artères, les petites artères, numéro 3, la fréquence cardiaque, numéro 4, la filtration glomérulaire. Et là encore, dans les conditions de
pharmacologiques, pharmacodynamiques, les antagonistes calciques, les dihydropyridines, sont des vasodilateurs artériels, on le sait, mais ils agissent plus sur l'artériole afférente que sur l'artériole efférente. Conclusion, vous augmentez la pression intraglomérulaire, vous augmentez la fraction de filtration. Est-ce que c'est bien de le faire ou est-ce que c'est protecteur? Eh bien, à long terme, c'est délétère quand il existe une néphropathie. Uniquement quand il existe une néphropathie, et on devrait même dire quand il existe une néphropathie diabétique. Évidemment, beaucoup de diabétiques ont une néphropathie mixte, diabétique et hypertensive. Et donc là, il y a une restriction de l'utilisation aux antagonistes calciques de première intention. En revanche, est-ce que je vous l'écris plus tard? Voilà. En revanche, les dihydropyridines sont sans effet chez le sujet normal et sans effet chez l'hypertendu non diabétique. Donc vous pouvez les prescrire largement. Vous connaissez leurs effets sur l'hémodynamique intraglomérulaire. Vous savez que ça peut augmenter la fraction de filtration et la pression intraglomérulaire. On sait qu'à long terme, ce n'est pas très bon d'avoir trop de pression intraglomérulaire, mais le rein n'est pas suffisamment abîmé pour que ce soit délétère. La seule restriction, c'est chez l'hypertendu diabétique parce qu'on sait que les dihydropyridines vont augmenter la protéinurie. Vous pouvez très bien me dire aussi pourquoi est-ce que vous nous parlez de dihydropyridine et pas de verapamildiltiazème. Verapamildiltiazème ont aussi des effets de ce type-là. Mais on insiste sur les dihydropyridines qui sont très à sélectivité vasculaire. Les œdèmes des membres inférieurs. Les œdèmes des membres inférieurs, c'est pareil, c'est une balance. Mais les œdèmes des membres inférieurs, c'est un vrai effet indésirable des antagonistes calciques. Donc il faut comprendre comment ça marche pour ne pas se tromper, pour ne pas le confondre. Qu'est-ce que c'est que ces œdèmes? Ces œdèmes viennent en fait d'une chose, c'est que quand on donne un antagoniste calcique, exactement comme au niveau du rein, le rein dans les pieds si vous voulez, on provoque une vasodilatation de l'artériole afférente pré-capillaire, mais il n'y a pas de vasodilatation de la vénule post-capillaire. Et je vous le montrerai en détail sur un autre petit schéma. Pourquoi? Parce que là, il y a au contraire une vasoconstriction de la vénule. Cette vasoconstriction de la vénule post-capillaire, elle est liée à plusieurs choses. On va le voir. Et ce gradient qui s'installe, parce que vous ouvrez le robinet d'entrée, vous fermez le robinet de sortie, entre les deux, il y a un filtre, qui est tout le petit réseau capillaire, et la transsudation, l'exsudation, en fait, va se faire à ce niveau-là. Ça va créer des œdèmes. Et ces œdèmes sont liés à cette augmentation de pression intracapillaire, à cette exsudation vers le tissu interstitiel. Ce n'est pas du tout de la rétention hydrosodée. Donc vous devez très bien comprendre le mécanisme d'action des œdèmes avec les antagonistes calciques. Pourquoi? Parce que vous verrez un certain nombre de patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, qui ont une hypertension, qui sont traités par des antagonistes calciques, et les œdèmes, vous allez apprendre, c'est un des premiers signes de l'insuffisance cardiaque. Donc il ne faut pas considérer qu'ils sont en insuffisance cardiaque. Bon, ils ont un effet indésirable des antagonistes calciques. On arrête les antagonistes calciques, les œdèmes disparaissent. Je vous reprends de manière un peu plus physiologique. Quand vous vous levez, vous avez immédiatement, au niveau des pieds, au niveau des jambes, un petit sphincter précapillaire qui se contracte. L'artériole afférente a une augmentation des résistances pour aller perfuser le lit capillaire. Et ça, c'est un moyen très simple, c'est pour protéger contre la colonne hydrostatique. Parce que vous augmentez beaucoup la pression. Sinon, on aurait les petites vénules des pieds et des jambes qui éclateraient très facilement. Et regardez comment ça se passe chez les sujets âgés qui ont des mauvaises veines, mauvaises vénules. Ça, c'est la physiologie. La pharmacologie, souvenez-vous, j'ai toujours un petit sigle, physio en bas, pharmaco en bas, pour bien vous expliquer qu'on n'est plus dans les mêmes situations. Je donne un antagoniste calcique. La vasodilatation est artériolaire. On relaxe le sphincter précapillaire, on augmente le diamètre, on augmente la pression et le débit qui vont s'engouffrer dans ce lit capillaire.
Mais en même temps, au lieu d'avoir une vasodilatation, c'est-à-dire d'ouvrir le robinet de sortie, je ferme le robinet de sortie. J'ai une vénoconstriction. Elle est quoi, cette vénoconstriction? Elle est de deux origines. Elle est baroréflexe à la vasodilatation, parce que les récepteurs alpha adrénergiques se trouvent sur les veines. Elle est baroréflexe à l'orthostatisme, quand on se lève. Et puis surtout, elle ne survient pas parce qu'il n'existe pas de récepteur de type L sur la vénule. Voilà, j'essaye de vous montrer de temps en temps comme quoi la pharmacologie et la physiologie font bon ménage, et comme c'est beau quand on a compris. Mais là, on a mis, pareil, une vingtaine d'années à le comprendre. Conclusion, eh bien, sous antagoniste calcique, à l'orthostatisme et favorisé par la durée d'imprégnation, survient une extravasation par augmentation du gradient transcapillaire et apparaissent des œdèmes. Ces œdèmes sont sont mécaniques, c'est de l'extravasation, ça n'est pas de la rétention hydrosodée. Capital. Hein? œdème, pour vous, ça n'est pas de la rétention hydrosodée. œdème d'antagoniste calcique, ça n'est pas de la rétention hydrosodée. Voilà, c'est un autre problème, c'est un problème mécanique. Alors, on a fini avec l'hypertension et on passe à l'insuffisance coronaire maintenant. À l'insuffisance coronaire, on va retrouver des mécanismes relativement voisins. Et souvenez-vous, l'insuffisance coronaire, on a dit, c'est un déséquilibre entre les apports et les besoins. Donc, avec mon médicament, je vais essayer à la fois de modifier les apports et de modifier les besoins. Modifier les apports, certainement les augmenter. Les antagonistes calciques sont d'excellents antispastiques. Donc la levée de spasme, si c'est un phénomène qui existe, mais il est rare, nécessite les antagonistes calciques. Vasodilatation du réseau coronaire. Ça devient très intéressant et c'est beaucoup plus fréquent, et c'est souhaité, que les levées de spasme qui sont des phénomènes plus rares. Avec une petite notion quand même, c'est qu'avec les antagonistes calciques, on va augmenter le débit sanguin coronaire, mais on va l'augmenter aussi bien au niveau des artères saines, qui vont être dilatées, que les artères malades. Voilà. Ça peut être embêtant, parce que si on dilate des artères malades, on peut introduire, si on dilate des artères saines par exemple, on peut introduire ce qu'on appelle un vol coronaire. Vous le verrez dans certains papiers. Ce vol coronaire va détourner le sang de la région malade qui devrait être plus irriguée vers une région saine qui n'a pas besoin d'être plus irriguée et aggraver l'insuffisance coronaire. C'est rare, mais ça existe. Si l'équilibre est bien respecté, on augmente les apports d'oxygène au myocarde ischémique et non ischémique. Là, il n'y a pas de problème. Donc on a augmenté les apports, c'est bien. Maintenant, on baisse les besoins. Comment est-ce qu'on peut baisser les besoins? Baisser les besoins, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est diminuer la consommation d'oxygène. À quoi est liée la consommation d'oxygène? Souvenez-vous, la pression, la contractilité et la fréquence. Pression qu'on a assimilée à la tension pariétale. Et là, on va se retrouver avec des effets un peu différents. Les dihydropyridines, curieusement, mais pas curieusement quand vous aurez compris, ne changent pas la consommation d'oxygène. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez une influence opposée. D'un côté, vous diminuez la consommation d'oxygène parce que vous avez baissé la pression, vous avez baissé la post-charge, vous avez baissé le travail cardiaque. Vous avez baissé la consommation d'oxygène par le muscle. Très bien. Mais d'un autre côté, souvenez-vous, vous avez augmenté la fréquence cardiaque. Parce que le baroréflexe l'a emporté sur l'effet direct. Et puis, il est possible aussi que des territoires mal perfusés, en étant mieux perfusés, augmentent leur consommation d'oxygène. Donc, c'est un équilibre relativement subtil, mais on le sait bien que les dihydropyridines, elles sont un petit peu trop tachycardisantes pour être véritablement de bons médicaments de l'angine de poitrine. Ça, c'est pour les dihydropyridines. Maintenant, verapamil et diltiazem. Là, pour le coup, c'est une véritable diminution de la consommation d'oxygène qu'on observe. Pourquoi? Parce qu'on a exactement la première ligne qu'avec les dihydropyridines, c'est sûr. On baisse la pression, on baisse l'apport charge, on baisse le travail, donc on baisse la consommation. Très bien.
Mais souvenez-vous que c'était travail cardiaque, c'était fréquence, et c'était travail qui fait intervenir, on pourrait dire, contractilité et post-charge, et fréquence. Et la fréquence, bien verapamil, diltiazem sont des médicaments bradycardisants. Donc vous voyez pourquoi j'insiste sur la sélectivité vasculaire et myocardique, parce que ceux qui ont une sélectivité vasculaire ne sont pas bradycardisants, ceux qui ont une sélectivité myocardique sont véritablement bradycardisants. Verapamil et diltiazem. Conclusion, en pratique chez l'insuffisant coronaire, on peut prescrire seul le verapamil et le diltiazem, ils sont bradycardisants, ils ne vont pas augmenter la consommation d'oxygène, bien au contraire la baisser. En revanche, pour les dihydropyridines, c'est relativement variable de l'une à l'autre. Je vous donne deux cas extrêmes. La nifedipine doit être prescrite avec un bêta-bloquant, parce que la nifedipine est peut-être un très bon relaxant des artères coronaires, mais pas forcément bonne pour la fréquence cardiaque. L'amlodipine n'augmente pas la fréquence cardiaque. Et donc, elle peut être prescrite seule. Donc là, on rentre dans une subtilité thérapeutique, mais au moins, vous avez la base pharmacologique pour comprendre cette subtilité thérapeutique. Et donc, relisez bien vos cours sur dérivés nitrés, bêta-bloquants, antagonistes calciques, quand on fera le D, parce que c'est avec ces concepts-là qu'on va travailler, et vous verrez, ça devrait être vraiment très clair. Je n'ai pas grand-chose à vous dire en pharmacocinétique. Beaucoup de dihydropyridines ont des demi-vies courtes. Ça, c'est plutôt embêtant. Donc, il faut trouver des galéniques pour augmenter la durée de vie. On appelle ça des formes à libération prolongée. Il y en a une qui est l'amlodipine. Il y a deux exemples, deux exceptions. L'amlodipine a une demi-vie qui fait 36 heures, donc formidable. Un comprimé le matin et on couvre tout le nictémère. Et puis, vous avez de nouvelles molécules liposolubles qui se stockent sur la membrane, dans la bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire, qui utilise ça un peu comme un compartiment de relargage pour être relargué tout au long du nictémère. Et certaines molécules comme ça sont très intéressantes. Mais globalement, les deux molécules que vous avez besoin de retenir à votre niveau, c'est nifedipine, amlodipine. Ces molécules influencent le métabolisme oxydatif du cytochrome P450. Point. On reparlera, vous aurez d'autres cours sur les interactions médicamenteuses et pour l'instant, vous avez surtout besoin de bien comprendre la pharmacodynamie. Alors on termine. Vous voyez, il m'a fallu au moins 1 heure pour vous parler de ça et puis on va faire les 2 cours en une demi-heure parce qu'il y aura beaucoup de redites, mais que vous compreniez bien ça. À partir de ce que je vous ai raconté sur la pharmacodynamie, vous devez comprendre les effets indésirables. Les effets indésirables, première chose, ils sont bénins et transitoires. Formidable. Bénin, voilà, c'est ce qu'on demande avec un médicament. Transitoire, vous arrêtez le médicament, il régresse. Donc ça, ce sont des médicaments plutôt confortables. La première chose, je vous ai dit, ce sont des vasodilatateurs. Et comme ce sont des vasodilatateurs, ils vont vasodilater toutes les petites artères. Nos petites artères du visage, rougeur, flush, ce qu'on appelle bouffée vasomotrice du visage. Céphalée, ce n'est pas les artères intracérébrales, c'est les artères du cuir chevelu. La migraine, c'est une vasodilatation des artères du cuir chevelu qui donne la migraine. Vous savez ça. Donc la vasodilatation. Céphalée, tachycardie, et chaque fois je vous mets pour tous ces effets indésirables, on le voit beaucoup plus avec l'hydropyridine qu'avec verapamil diltiazem. Pourquoi? À nouveau, en raison de leur sélectivité vasculaire. Tachycardie, pourquoi? Activation baroréflexe, pas d'effet direct, l'augmentation de la fréquence l'emporte. Donc céphalée, tachycardie, palpitation, bouffée vasomotrice du visage, rougeur. Il faut prévenir les malades, il faut leur dire. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est à nouveau une poussée d'hypertension. Non, c'est un effet indésirable, ça disparaît relativement vite, et si ça ne disparaît pas, tant pis, on changera de médicament. Les œdèmes dont je vous parlais, je réinsiste, ils sont indépendants de toute rétention hydrosodée. On n'est pas dans de l'insuffisance cardiaque. Pareil,
Comme c'est un mécanisme qui est très vasculaire, les dihydropyridines n'en sont plus responsables que verapamil ou diltiazem. L'effet dépresseur myocardique, il est vraiment entre parenthèses. C'est sur un cœur défaillant. Mais, bien entendu, il se verra plus facilement avec des molécules à sélectivité cardiaque. Ils peuvent aggraver une insuffisance cardiaque. Ils peuvent faire passer à un œdème aigu du poumon. Quatrièmement, les troubles de conduction auriculo-ventriculaire. Les troubles de conduction auriculo-ventriculaire, tant qu'il n'y a pas de médicaments associés, ça ne se passe pas trop mal. Évidemment, ça se voit mieux avec verapamil et diltiazem. Encore une fois, plus de sélectivité pour le tissu myocardique. Même si dans le tissu myocardique, vous avez à la fois du myocyte et du tissu de conduction. Alors, pourquoi des troubles de conduction auriculo-ventriculaire et pourquoi pas des troubles de conduction intraventriculaire? La solution est là. Souvenez-vous, vous avez vu ça déjà, hein, X fois. Souvenez-vous, vous avez 3 régions d'intérêt dans la conduction cardiaque. Vous avez le nœud sino-auriculaire, premier pacemaker, le nœud auriculo-ventriculaire, deuxième, et ensuite tout le réseau ispurkinien. Regardez les potentiels électriques des cellules à chaque systole. Eh bien, vous avez un potentiel, une forme qu'on appelle ici triangulaire. Alors que toutes ces formes-là, des cellules, des myocytes, des parois, sont rectangulaires. La différence entre un potentiel triangulaire et rectangulaire, c'est qu'il y a un canal qui a disparu. Là, vous savez qu'il y a des canaux sodiques, potassiques, calcique, sodique, potassique, etc. Et bien là, il n'y a pas de canal sodique. Et là non plus. Au nœud sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire, calcium oui, sodium non. Conclusion, forte dépendance aux antagonistes calciques. Grande sensibilité au blocage par les antagonistes calciques. Voilà ce que ça veut dire. Mais par la suite, non. Donc, troubles de conduction auriculo-ventriculaire, on les verra beaucoup plus facilement avec verapamil et diltiazem, qui, rappelez-vous, sont bradicardisants, et qui sont bradicardisants par ce mécanisme. Donc, un autre mécanisme de sélectivité. Je vous ai parlé de l'effet pro-ischémique, aggravation d'un angor, parce qu'on peut dilater des territoires normaux, et pas seulement ischémiés. Le verapamil constipe. Bon, il faut le savoir. Je ne me souviens plus très bien quelle est l'explication, mais c'est le seul qui constipe. Mais il faut le savoir. Parfois, vous allez trouver le médicament de rêve, et votre malade est tellement constipé que pour lui, la vie est devenue un enfer. Bon, c'est comme ça. Il faut le savoir. L'hyperplasie gingivale, tous les antagonistes calciques peuvent entraîner. Donc, il faut prévenir vos malades. Il ne faut pas que ce soit votre dentiste, le dentiste de votre malade, qui vous dise, écoutez, voilà, je vous prie de bien vouloir arrêter verapamil, diltiazem ou nifedipine chez monsieur untel qui... voilà. Et je ne me souviens plus non plus du mécanisme. Contre-indication, aucune contre-indication absolue. On dit toujours hypersensibilité A. Ça, c'est une formule de sauvegarde. Interaction médicamenteuse, celle que je veux absolument que vous reteniez, c'est les bêta-bloquants. Voilà. Bêta-bloquants, surtout avec verapamil, diltiazem. Et on le travaillera en ED. Bradycardie, défaillance cardiaque peuvent être les complications d'une interaction entre bêta-bloquants et verapamil, diltiazem. Et on a terminé. Alors, je vous donne 2 minutes, le temps de recharger.